Bonjour à tous, que vous nous suiviez en live sur LinkedIn, en replay ou en podcast. Je suis absolument ravie de vous retrouver cette semaine encore. Bienvenue dans Jour J. Jour J, l'émission dédiée aux nouveaux défis de l'événementiel. Nous avons invité aujourd'hui Fanny Crapanzano pour nous parler des nuits sonores et surtout de l'association Artifarty, bien sûr, l'association qui organise ce festival de musique électro, qui est un festival déjà bien installé dans le paysage lyonnais et qui fêtait cette année ses 20 ans, il y a 3 semaines. Bonjour Fanny. Bonjour Marilyn. On se met dans l'ambiance tout de suite pour commencer Jour J. On s'intéresse nous à l'avenir de l'événementiel. On partage des convictions dans cette émission sur la façon de laquelle on doit faire évoluer, parce qu'on participe tous évidemment à l'événementiel, la façon de laquelle on doit faire évoluer nos pratiques, faire évoluer nos organisations. Tu vas nous donner tes convictions à toi, toi qui portes donc la stratégie et le développement de Artifarty. Un mot avant pour vous dire que cette émission est donc réalisée en direct sur LinkedIn. Elle sera disponible en replay, bien sûr, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes que vous connaissez déjà très bien. Jour J est un programme coproduit par l'agence digitale Bison et l'agence de journalisme Eltonic Circus. Nous sommes ensemble pour une demi-heure avec Fanny. Vous qui assistez en live à cet événement, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo LinkedIn. Laissez-nous vos remarques aussi. On les consultera bien sûr en simultané pendant toute cette demi-heure. Fanny, peut-être la première question que j'ai envie de te poser, c'est alors, ça s'est bien passé cette année, les nuits sonores? Ouais, ça s'est super bien passé et c'est vrai que là, on a vu un petit mix de tout ce qui est Artifarty. Donc cette vidéo, elle a pas des rushs, je précise, de nuit sonore de cette année parce qu'on en sort à peine. Mais ça ravive un petit bout d'émotion quand même de oh là là, c'était encore si proche mais déjà si loin c'était génial. 102 000 festivaliers, le retour à l'espace public, le retour à plein de formats, le retour de mini sonores, donc les enfants complètement foufous de nous retrouver sur des formats où ils découvrent toutes les formes d'art, évidemment la musique, donc une édition, solaire, les 20 ans célébrés de façon incroyable, tant avec les artistes qu'avec le public, donc encore un peu d'émotion en y repensant quand même. Ouais, malgré les vacances qui sont passées entre-temps, parce qu'il faut s'en remettre quand même de chaque édition. Tu parles des 20 ans, donc en effet, c'était une édition anniversaire. Et justement, vous avez organisé une expo photo pendant ce festival. Cette année, il y avait 20 photos assez emblématiques des nuits sonores qui avaient été prises dans le cadre du festival sur les précédentes années et que vous avez rediffusées dans le lieu même ou sur les murs du lieu même où elles ont été prises. C'est un peu, vous appelez ça le coup d'œil dans le rétroviseur, quoi. Ouais. Est-ce que ce coup d'œil dans le rétroviseur, il a changé un peu le regard que tu avais toi, que toute l'équipe d'Artifarty avait sur ce que l'événement de Nuit Sonore devait prendre comme chemin, comme route pour les 10 années futures? Je pense que ça a déjà pu nous permettre de continuer à gagner en connaissance sur le festival. Pourquoi ? Parce qu'on est une équipe qui, à l'heure actuelle, est faite de 4 générations différentes. Il y a la génération des fondateurs d'Artifarty, qui sont entre 40 et 55 ans. Il y a les générations des recrues suivantes, dont je fais partie, donc les trentenaires. Et puis après, il y a les 2 générations encore en dessous, avec vraiment des très très jeunes. Donc tout ça fait que pour avoir l'histoire du festival et réussir à construire la suite, faut réussir toujours à être dans une logique de transmission. C'est hyper important pour les fondateurs d'Artifarty et aussi de diffuser la parole. C'est pour ça que c'est par exemple moi qui prends la parole aujourd'hui. C'est parce que faut que les nouvelles générations puissent aussi prendre le relais à plein d'endroits. Et donc je pense que cette expo nous a permis de nous rendre vraiment compte de ce qui a pu se passer sur certaines éditions, parce qu'on a beau en entendre parler toutes et tous, que ce soit les salariés d'Artifarty ou que ce soit le grand public, c'est parfois bien de se le rappeler avec du concret, avec des images. Et effectivement, on a fait sortir 20 photos, ce qui était très dur de sortir 20 photos. Et le nombre de clichés, d'archives qu'on a, c'était... puis c'est hyper subjectif, donc c'était très complexe. Mais voilà, c'était aussi 20 façons de parler de nuit sonore
de parler des artistes, de parler des lieux, de la partie urbanisme transitoire, qui est vraiment l'ADN de Nuit Sonore, de s'emparer de nouvelles friches, enfin de friches industrielles, de leur donner une nouvelle vie. Et donc de voir qu'il y avait effectivement tous ces items qui étaient quand même le nœud et le cœur de Nuit Sonore qui restent et qui doivent rester dans l'avenir, sur ces enjeux d'urbanisme transitoire et ces enjeux aussi d'attachement aux artistes et à la scène culturelle indépendante. Enfin, j'ai envie de dire le nerf de la guerre, mais plus que jamais, ça nous a fait nous rappeler aussi à quel point il fallait lutter pour maintenir ce modèle, encore plus dans des temps où il y a une explosion des coûts, enfin voilà, comme l'événementiel est complexe, mais auquel point il fallait s'attacher à tout ça, parce que tout ça, c'était défendre aussi une vision qu'on partage de l'intérêt général à travers de la culture, puisque à travers Nuit Sonore, c'est aussi des engagements sociétaux, des engagements environnementaux, et finalement, tout ça doit être partie intégrante de Nuit Sonore, donc ça vaut le coup de encore, entre guillemets, lutter et transmettre aux nouvelles générations qui nous rejoignent chaque année. Ouais. Justement, pour toi, bon, le festival a 20 ans, c'est quand même une longévité assez exceptionnelle. Pour toi, c'est quoi quels sont les défis, les enjeux que doit relever Nuit Sonore dans les prochaines années là? Quels sont les points de vigilance que vous devez avoir? Il y en a plusieurs, évidemment, il n'y en a pas qu'un. Il y a toujours le fait de garder quand même la qualité de la programmation artistique qu'on a. Donc, c'est réussir aussi à travailler au mieux avec les artistes et tout le réseau qu'il y a derrière, parce qu'il y a des coûts qui explosent, parce qu'il y a des gros festivals détenus par des gros groupes qui font flamber les cachets artistiques. Donc, nous, on ne peut pas rentrer dans cette lutte, hein. On n'est pas armés pour, on est des indépendants, donc c'est quand même compliqué. Donc, du coup, le lien avec l'ensemble de ces acteurs et aussi le fait d'être attentif et de défricher sur les nouvelles tendances des artistes, les nouvelles générations, ce qui va se passer demain et avoir, entre guillemets, un coup d'avance, je pense, font partie quand même de ces grands enjeux. Il y a les enjeux des sites aussi, évidemment. Là, immédiatement, enjeu 2024, on a un nouveau site, donc il va falloir effectivement s'emparer exactement le Technicentre à Oulin. Donc, un Technicentre SNCF, donc gros enjeu de réussir à réadapter le site pour que ça plaise toujours aux festivaliers. Donc là où d'autres festivals ne bougent pas de site et sont plutôt sur des enjeux qui peuvent être liés à des modèles économiques, ce qu'on a aussi, hein, l'explosion des coûts, ça pose des questions d'équilibre, que ce soit sur la technique ou les cachets d'artistes, des intervenants, etc. Mais effectivement, il y a aussi, nous, cet item qui est qu'on est mouvant et que Nuit Sonore se réinvente année après année, que c'est complexe à faire comprendre ça à nos publics, sauf les historiques, mais les nouveaux publics se disent mais il y en a de partout, je comprends pas. Il y a du gratuit. Et pourquoi ce choix d'ailleurs, Fanny? Pourquoi ce choix, cette stratégie de bouger, de proposer de nouveaux lieux, d'investir de nouvelles friches? Oui, et ben il y a et la logique de choix et la logique de pas le choix. Le pas le choix, c'est que quand on s'empare d'une friche industrielle en cœur de ville avec une ville qui se développe comme la métropole de Lyon, c'est qu'au bout d'un moment, elle va connaître une seconde vie. Le premier site de Nuit Sonore, c'était la Sucrière. La Sucrière, au bout d'un moment, appel d'offres pour essayer effectivement de gérer ce lieu et donc seconde vie qui est devenu un lieu d'événementiel public et privé et qui est détenu par plusieurs personnes qui gèrent ce lieu, dont GL Even qui le gère à l'année. Et donc effectivement, un lieu connaît vite une nouvelle vie. C'est le cas aussi de Fagor Brandt, à qui on a fait un au revoir avec émotion quand même. Là, pour cette édition anniversaire des 20 ans, parce que c'était la dernière fois qu'on faisait un événement à Fagor, alors qu'on y a été pendant 6 ans. Et c'est un site qui va avoir une seconde vie, puisqu'il va accueillir effectivement bus, tramway, donc terminal Citral. C'est la deuxième fois d'ailleurs que ça nous arrive qu'un site soit après sous terminal Citral. Donc effectivement, c'est aussi, on va dire que Nuit Sonore reflète aussi l'évolution de la ville. D'une ville qui se réinvente et qui se réinvente notamment en s'emparant de nouvelles friches. Et heureusement qu'on n'est pas juste du béton et des nouveaux immeubles. Oui, il faut sans doute des nouveaux, mais c'est quand même bien de s'emparer de lieux qui en plus ont une âme, et c'est ce que nous on vient chercher en s'emparant de la logique de patrimoine qui est ultra forte et qui est là du coup magnifiée en accueillant un événement public. Oui, justement, cette logique cette stratégie sur les lieux, comment vous les choisissez? Est-ce que finalement vous faites un choix ou là on vous propose, bon, en l'occurrence à la Mulatière, est-ce que le Technicentre, est-ce que c'est un choix que vous faites? Quels sont finalement les arguments qui pèsent pour ou contre on accepte la proposition? Eh bien, il y a des éléments qui dépendent de nous, il y en a d'autres qui dépendent moins de nous. Ce qui dépend de nous, c'est le cahier des charges qu'on établit pour pouvoir aller sur un site en termes de couverture.
là au sens de chapeau, hein, toiture tout simplement, parce qu'il faut qu'on puisse en fait accueillir un certain nombre de publics et pouvoir gérer des potentielles intempéries. Donc effectivement, la question de la toiture et de la couverture se porte. La question de l'accessibilité sur des enjeux de tramway, de transport en commun. La question de la jauge, tout simplement, qu'on peut mettre à l'intérieur de ça. La question de la durée, parce qu'un site sur 1 ou 2 ans, en termes de modèle économique, on ne s'y retrouve pas. L'investissement étant tel sur un site qu'on doit réaménager pour être aux normes de sécurité, il faut le site sur plusieurs années. Donc ça, nous, c'est un cahier des charges qui est ultra précis, qui comprend beaucoup d'éléments, qui est opéré effectivement par nos équipes. Par contre, le fait de trouver les sites, ça, c'est quelque chose qui est fait de manière plus collégiale. On a un lien étroit et une bienveillance là-dessus qui est incroyable de la part des pouvoirs publics. Et en tête, la métropole de Lyon, dans un échange toujours avec la ville de Lyon, évidemment. Mais ce sont souvent des sites, en tout cas dans les dernières années, ça a été quand même beaucoup de sites métropole de Lyon, ce qui est le cas pour Fagor et ce qui est le cas pour le technicentre de la Mulatière. Donc, c'est un lien très important qui se fait à ce niveau-là pour nous accompagner et nous aider à trouver des nouveaux sites. Et encore une fois, Métropole et Lyon réfléchissent intelligemment à ça parce que c'est important que les acteurs du territoire ne s'envolent pas vers d'autres territoires s'ils n'ont plus de sites, quand même. Et on n'est pas seul dessus, donc c'est réfléchi aux manières avec d'autres acteurs culturels autour de la table, puisque le Technicentre, au même titre que Fagor, accueille et va accueillir pour le Technicentre la Biennale, les deux biennales, Biennale d'art contemporain, Biennale de la danse, ainsi que le Lyon Street Food Festival. Donc voilà, c'est aussi une démarche collégiale en tant qu'acteur culturel du territoire, de réfléchir à la temporalité qui vient rythmer, événementielle, qui vient rythmer la vie lyonnaise. C'est du co-living en fait. Et parce que il y a en effet le Technicentre, vous avez aussi le HIT, le Sucre, le H7. Bon, il y a quand même beaucoup de lieux avec une programmation également très différente. La Mulatière, je disais, il y a plein d'activités au sein de l'association Artifarty. Un lieu pour tout organisateur événementiel, il faut qu'il trouve son public. Et ça, c'est un des gros enjeux dans l'avenir, c'est de réussir à trouver son public, à créer sa communauté peut-être. On a tellement l'habitude maintenant, et les jeunes de plus en plus, d'être happés dans des communautés Internet, des communautés de réseaux sociaux. Comment, toi, tu vois cet enjeu-là de réussir à ce qu'un lieu se crée, attire son public, se fasse son public? C'est quoi? Quels sont les ingrédients pour toi? Il y a des stratégies qui sont extrêmement différentes par rapport à la temporalité. Nuit Sonore, on est sur de l'éphémère, c'est pendant 5 jours, donc c'est plus la marque Nuit Sonore que le lieu. Après, il y a un vrai travail sur le lieu qui se réinvente, parce que du coup, qui dit éphémère dit réinvention chaque année. Donc il y a un enjeu aussi sur le teasing et le réussir à inventer, à se renouveler, etc. Sur les autres lieux dont on a parlé très brièvement, que tu as pu citer, je parle du Sucre, de HIT notamment, là on est sur des lieux qui sont ouverts à l'année, avec une programmation culturelle ou une programmation de restauration pour HIT à l'année. Donc ça veut dire qu'on a un enjeu qui est quand même beaucoup plus large là, et un objectif qui est très très différent de ces sites qu'on occupe de manière éphémère. Donc évidemment, les stratégies ne vont pas être les mêmes, les stratégies de communication notamment qui vont être déployées ne vont pas être les mêmes, et après les stratégies de programmation non plus, puisqu'effectivement, il y a quand même des enjeux de réussir à avoir la bonne programmation dans le bon lieu, donc adapté au lieu, au bon endroit, et il y a quand même toujours un truc de réussir à sentir quand même ce qui va se passer. Ça, c'est aussi l'enjeu de nos nouvelles générations et des enjeux de transmission Artifarty. On a des jeunes qui sentent aussi ce qui est en train de se passer. C'est évidemment lié à une réflexion plus globale et stratégique qui est portée notamment par les fondateurs qui connaissent un petit peu, qui voient le fonctionnement, mais on fait beaucoup confiance aussi aux jeunes pour s'emparer aussi des nouvelles tendances. Comment vous allez chercher leur avis, leurs sensations? Comment vous les sondez? Il y a beaucoup d'échanges qui se fait au niveau d'Artifarty avec nos bénévoles, puisqu'on a des adhérents et des bénévoles qui interviennent sur Nuit Sonore, mais qui nous font aussi des retours à l'année sur nos lieux. C'est beaucoup d'échanges dans les lieux, parce qu'en fait, il y a pas mal de publics qu'on connaît. Donc, on a des échanges qui sont, par exemple, au Sucre, on a des médiateurs dans des enjeux de bon accueil et d'accueil safe du public, mais qui peuvent aussi être dans des situations d'échange, du qu'est-ce que tu penses du Sucre, qu'est-ce que tu as pensé de plutôt de cette date que l'autre, etc. Donc, on a quand même des retours terrain réguliers. On parle beaucoup entre nous et surtout, on se repose énormément de questions tout le temps sur nous. Ça peut être épuisant, d'ailleurs, un peu, de tout remettre en question à chaque fois. Donc, l'enjeu n'est pas de tout remettre en question, mais l'enjeu est de se reposer la question du est-ce que quelque chose qu'on avait validé et qui semblait marcher, est-ce que finalement, il va quand même pas falloir
le faire évoluer parce qu'il y a un moment, on sera plus en adéquation avec nos publics, avec nos valeurs qu'on veut encore plus engager. Va falloir effectivement faire des choix. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps d'échange qui en passe par des séminaires, qui en passe par du off entre cas, des repas, des apéros, plein de choses. Interne à la structure Artifarty, en fait. On se remet beaucoup en question et qui fait, je pense, qu'on arrive à avancer vers un renouvellement constant de nos communautés et des lieux comme HIT en sont, je pense, le vrai révélateur. Le sucre a cartonné dès le début, c'était le lieu de nuit sonore, c'était on s'y attendait. Et là, vous venez d'ouvrir la Gaîté Lyrique, par exemple. Vous venez d'ouvrir la Gaîté Lyrique à Paris, un nouveau lieu que vous investissez en tant que propriétaire. Là aussi, il faut réussir à trouver comment on développe le public. Est-ce qu'on change complètement la programmation de la structure? Alors ça, la Gaîté Lyrique, c'est un peu particulier. Hein. Vous avez ouvert ce lieu en partenariat avec des acteurs forts et notamment des médias. Il y a Arte, je crois, dans l'aventure. Il y a Actes Sud aussi, association Make Sense et Singa. Pourquoi ce partenariat large? C'est la première fois que vous le faites comme ça. Eh ben, il y a plusieurs raisons à tout ça. La première étant que quand on a décidé de répondre à l'appel d'offres de la ville de Paris pour gérer la concession de ce lieu, donc c'était un lieu qui avait déjà connu, qui était ouvert depuis 10 ans. Hein, donc la Gaîté avait déjà aussi trouvé son public et en cœur de Paris. Enfin voilà, donc il y avait déjà quelque chose d'existant. Nous, on avait envie, effectivement, en répondant à cet appel d'offres, de pouvoir y mettre de nos valeurs et de nos intuitions et même nos convictions sur la culture de demain, notamment, mais sur les sociétés aussi de demain à travers la vision culturelle. Et on pensait que ça ne pouvait pas se faire sans avoir un média pour raconter ça, transmettre ça, enregistrer ça. La question pour nous de la transmission est hyper importante. Si on n'a pas les éléments clés, des interviews, des textes, si on n'a pas ce qu'on est en train de faire là et qui va être gardé ensuite et rediffusé, et ben en fait on perd la trace, on perd l'expérience et on perd une analyse et c'est ce qui vient quand même éclairer le futur a priori. Donc pour nous, la question de la trace était très importante. La question aussi de pouvoir adresser une communauté complémentaire. La communauté d'Arte est hyper large. En plus, elle est européenne. On est profondément europhile, donc ça vient évidemment faire sens avec tous nos engagements. Et puis après, pour les autres partenaires autour de la table, on s'est dit qu'en fait, il fallait qu'il y ait plusieurs compétences complémentaires. Artifarty approche un savoir-faire en matière d'exploitation de lieux, puisqu'on a effectivement différents lieux à Lyon et à Bruxelles. On a un savoir-faire évidemment très très fort aussi en termes de musique, qui est complémentaire avec le travail que fait déjà un programmateur musique au sein de la Gaîté, qui est Benoît Rousseau, donc qui vient en complémentarité. Et puis effectivement, Arte amène et son savoir-faire musique, en faisant l'émission dans le club notamment, et pas que, au sein de la Gaîté désormais. Chaque partenaire contenu, Actes Sud, Make Sense, Singa, amène sa pierre à l'édifice pour faire ce projet, donc la baseline de la Gaîté Lyrique, en tout cas du projet qu'on porte au sein de la Gaîté Lyrique, c'est la fabrique de l'époque, et c'est comment une époque, et à travers évidemment un lieu culturel et en construction, se re-questionne pour avancer et adresser, nous, ce qu'on espère être une image aussi positive de ce que sera l'époque de demain, parce qu'on pense qu'il faut compter avec ces forces positives pour réussir à construire aussi une société, en tout cas, dans laquelle on le sent mieux, plus inclusive, évidemment, et résolument tournée vers l'avenir. Vous mettez beaucoup de vos valeurs, c'est vrai, dans chacun de vos projets. On a parlé des lieux, donc le HIT, le sucre, le H7, et tous ces lieux que vous en Belgique aussi, je crois que vous déménagez plus ou moins le festival Les Nuits Sonores en Belgique, c'est ça? Exactement, on a une petite édition Nuit Sonore Bruxelles qui est beaucoup plus petite. Il y a un moment, on ne va pas se faire 2 gros festivals à plus de 100 000 festivaliers à 6 mois d'écart. Mais on a effectivement Nuit Sonore et European Lab, donc notre partie conférence débat d'idées sous peu à la rentrée en octobre. Et à côté de ça, on a surtout un lieu qu'on gère depuis quasiment 2 ans qui s'appelle Reset et qui est un lieu d'urbanisme transitoire. Donc on sait qu'on l'a pour un certain temps. Ça vient entre 2 occupations. Et nous, on vient s'emparer de cette occupation transitoire. De ce lieu-là à Bruxelles. Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, d'autres métropoles, d'autres villes peuvent tout à fait vous appeler, vous dire nous, on a un espace, on ne sait pas trop quoi en faire pour l'instant. Est-ce que Artifarty serait intéressé, même si c'est ailleurs en Europe? C'est la stratégie que vous développez aujourd'hui. Alors, c'est pas forcément. Alors, en fait, ça arrive, oui.
On a des demandes quasiment tous les jours, réparties entre Vous ne Vincent, cherchez moi, pas. enfin, voilà, on est plusieurs, donc effectivement, non, on n'a pas à chercher ce genre de démarche. Pour autant, la stratégie n'est pas forcément de se développer, parce que derrière, ça veut dire des équipes, des risques économiques, alors qu'on reste un modèle associatif, hein, nous, on est sans but lucratif, donc l'enjeu n'est pas de se développer avec un enjeu budgétaire, l'enjeu est de continuer à défendre nos valeurs et nos combats et tout ce qu'on défend au sein de nos projets existants. Ouvrir un lieu, c'est quand même prendre des vrais risques économiques. Donc nous, notre enjeu à l'heure actuelle, et c'est déjà ce qu'on fait, c'est de développer des prestations de conseil sur comment gérer un lieu, comment animer des communautés, comment penser un lieu, mais de A à Z, dans l'éditorialisation, dans la com, dans les enjeux techniques, l'encaissement, le bar, la partie restauration, jusqu'au BP. Comment tu réinventes ton BP parce que quand même, là, on doit être forcément dans une réinvention des BP par rapport à des lieux dits classiques, culturels. Et là, on a effectivement des enjeux de conseil. Donc, on accompagne déjà pas mal d'acteurs publics, privés, sur ces items pour réussir à transmettre un peu de notre savoir-faire. Et nous, ça fait partie de notre modèle économique. Ce type de prestation de conseil permet de financer des modèles comme des forums, des bas d'idées qui sont 100% gratuits, qui sont faits à perte, mais parce que, encore une fois, on défend des valeurs, on va échanger avec nos publics. C'est aussi ça qui nous permet de... Et aujourd'hui, c'est l'activité de conseil que développe Artifarty, finalement, qui apporte ce qui vous permet de développer peut-être des actions d'intérêt général. C'est ce que je comprends. Exactement. Il y a d'autres activités dont on n'a pas parlé. Vous faites un peu de corporate aussi, je crois. Il y a une activité de traiteur. Il y a du vin bio. Ou en transformation en biodynamie, vous faites du sponsoring aussi de marque. Est-ce que cette diversification-là, au-delà des lieux, elle est stratégiquement, elle vient d'où et où elle va vous mener? Quelles sont les limites finalement de la diversification? Alors, traditionnellement, en tout cas, moi, quand je suis arrivée, effectivement, il y a 8 ans, il y avait un modèle qui fonctionnait plutôt bien, qui était plutôt bicéphale, avec le lien avec les acteurs corporates, donc des entreprises. Ça pouvait aussi être des clients publics, pouvoir public à cet endroit-là, qui venaient pour 2 items. L'enjeu de sponsoring, donc effectivement pour des marques, ou mécénat, en lien avec nos projets culturels, et de l'autre côté, la partie privatisation d'entreprise. Au final, on s'est rendu compte très rapidement que le savoir-faire d'Artifarty, qui était hyper divers, qui était sur la direction artistique, sur le savoir-faire sur les lieux, le savoir-faire sur les BP, le savoir-faire sur la brand expérience, parce qu'au-delà du sponsoring, on fait des conseils de brand exp ponctuellement. On ne va pas répondre à des appels d'offres comme des agences, par exemple, mais quand un partenaire nous mobilise pour faire de la brand expérience pour eux, on peut le faire. Effectivement, si ça rentre dans nos calendriers, dans nos valeurs, etc. C'est un sacré luxe, ça, de juste, si on nous appelle, on aide, mais on ne répond pas aux appels d'offres. On va vous répondre, Jade, dans 2 secondes. Il y a Jade qui pose une question, mais je te laisse terminer, Fanny. J'essaie de rassembler mes esprits et du coup de finaliser ça assez vite, voilà, pour pouvoir les critères de diversification, surtout. Ouais. Sur les critères. Alors, en fait, il y a plein de choses. Il y a déjà une logique on a beaucoup de demandes entrantes et on a beaucoup d'échanges avec nos partenaires privés, notamment existants. Ces échanges avec ces partenaires privés et avec les demandes entrantes nous permettent de comprendre et un peu d'analyser quels sont les besoins. Moi, j'ai expérimenté pas mal de prestations très différentes. Alors, ça peut être parfois justement un peu chronophage quand au début, on ne sait pas trop comment le fonctionner, etc. Mais les retours qu'on a sont très souvent extrêmement positifs. Après, l'enjeu, c'est comment nous, on va le structurer en termes de RH derrière. Quelle analyse on fait de ce qu'on a pu faire pour le moment? Est-ce que c'est quelque chose de suffisamment lucratif pour pouvoir et financer des postes en propre, parce qu'il y a un moment, il faut quand même réussir à bien faire les choses et donc pouvoir recruter pour ce faire. Et puis l'autre enjeu, c'est évidemment réussir à dégager des sommes qui viennent financer les activités non lucratives d'Artifarty. Donc c'est cette analyse-là qu'on fait très régulièrement avec la direction générale pour réussir à sous-peser tous les petits tests, expérimentations que je vais pouvoir travailler en lien avec mon équipe, en lien avec d'autres membres de l'écosystème pour voir après comment derrière on va réussir à ancrer dans la durée certaines missions et liens avec des marques, entreprises.
clients. Même avec des activités complètement déconnectées de la musique en elle-même ou de la culture. Je pense notamment au vin ou à l'activité de traiteur. On comprend bien que l'activité de traiteur, c'est un lien, mais quand même, ça peut aller loin. Alors, jusqu'où on va? Je vais te poser la question de Jade dans les commentaires sur LinkedIn. Jade Lambert-Bonnefoy, comment peut-on se faire accompagner par Artifarty sur toute la partie conseil de gestion d'un lieu? Est-ce qu'il y a des critères pour bénéficier de votre accompagnement? Oui, c'est une très bonne question. Alors, il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est déjà comprendre un petit peu le projet et le besoin pour que nous, derrière, on arrive à tout simplement établir un dispatch entre les différentes personnes de nos équipes, parce que selon le besoin, ça va mobiliser parfois plus la direction artistique, parfois plus moi sur les usages et les lieux, mais ça va être travaillé peut-être avec un BP. Donc, en fait, on vient piocher. C'est un peu mon rôle de réussir à coordonner le fait d'aller piocher les différents savoir-faire auprès des différentes personnes de nos équipes pour accompagner au mieux un client sur ses besoins et y répondre dans un calendrier donné. La question du calendrier est justement l'enjeu qui suit. On a pas mal d'activités. Donc, l'enjeu est réussir à voir est-ce que ça peut tenir dans nos activités sans mettre en péril nos activités d'intérêt général et nos autres missions. Et puis après, parfois, il y a juste aussi des coups de cœur et des opportunités. Il y a un lieu qui sort de terre, c'est un projet ou quelque chose comme ça. Un projet. Voilà, il y a donc, des choses... il faut pas hésiter à venir vous solliciter. Thomas, je fais vite parce qu'il nous reste 3 minutes. Oui. Il y a quelques années, les Nuits Sonores avaient mis un pied dans l'art numérique. Il me semble, il y a un partenariat ou un financement Microsoft. Aujourd'hui, c'est entre parenthèses. Aujourd'hui, les Nuits Sonores se sont recentrées sur la musique, à l'heure où, au contraire, beaucoup de festivals élargissent leur champ d'action. Pourquoi ce recentrage? Alors, donc c'était effectivement une collaboration avec plutôt Intel, qui était en l'occurrence avec Creators Project. Creators Project était, ça venait pas non plus de nulle part, c'était une plateforme de marque qui était extrêmement engagée sur la partie culturelle et musique, et ils venaient chercher de la musique et des enjeux de scénographie. Donc l'art numérique au service de la culture était présent comme ça. L'art numérique pur n'a jamais été... on a pu le glisser quand on pouvait parce qu'il y avait des opportunités qui se faisaient, mais c'est effectivement pas le message premier de Nuit Sonore, mais ça vient le nourrir, et si ça vient le nourrir comme plein d'autres activités, c'est super. Sur la partie, effectivement, élargissent leur champ d'action, nous, la musique est toujours au cœur et on le repositionne. Par contre, en fait, on fait plein de choses. Et par contre, on communique peut-être pas si bien dessus, d'où le fait qu'il y a cette question qui tombe. Ça me fait rappeler que, voilà, en fait, on travaille avec énormément d'associations sur Nuit Sonore dans un espace qui s'appelle pas le village des assos, mais le Social Corner, qui est un espace qui accueille des associations sur différents items, notamment sur des enjeux de sensibilisation, sur les VHSS, sur la question de la fête safe, sur la question aussi des cultures LGBTQIA+. Et il y a un vrai travail d'éditorialisation qui est fait autour de ça. C'est pas juste un corner, non, c'est un travail qui est fait de contenu plus global. Donc, je pense pas qu'il y a d'enjeu de recentrage, je pense juste que le premier propos mis en avant, c'est effectivement la musique et le débat d'idées, les enjeux quand même sociaux actuels qui sont au cœur de Nuit Sonore. Mais par contre, le lien avec les assos y est en fait. C'est pas un bloc séparé. C'est présent dans tous nos projets. Et c'est pour ça que la Gaîté Lyrique, c'est pareil. C'est tout le projet qui est engagé. C'est pas juste un espace dédié aux assos. C'est tout le projet. Mais on l'aura bien compris que peut-être que ça peut venir. Il peut y avoir un projet numérique dédié si il y a le coup de cœur de l'équipe peut-être. Dernière question, Fanny. Thomas la pose et j'allais terminer là-dessus. Artifarty, c'est une association, hein, tu le dis depuis le début, une association à but non lucratif. Mais vous avez quand même une gouvernance qui est un peu particulière dans le monde. C'est-à-dire que l'association a un tas de filiales autour d'elle. Chaque lieu est créé par une structure de type SARL, SA, enfin une entreprise. Pourquoi ce choix ? On a créé effectivement des filiales avec des SAS pour pouvoir gérer au mieux ces liens, gérer un club en format associatif à l'heure actuelle. D'ailleurs, je ne connais pas d'exemple en France. Donc, effectivement, on est sur le modèle de la SAS, mais tout ça vient nourrir une holding associative. Donc, schématiquement, il faut voir un petit peu le petit triangle, même si chez nous, tout est quand même très horizontal en termes de décision. Il y a beaucoup d'échanges entre les différentes équipes et évidemment la DG. Mais donc, la maison mère est une association, Artifarty, crée différentes filiales
qui peuvent d'ailleurs être des assos. À Bruxelles, c'est une ASBL, donc c'est une association de droit belge qui a été créée. Parfois, ça peut être des sociétés comme Culture Next qui gèrent effectivement le sucre et nos privatisations. Sous Culture Next, c'est rattaché aussi les activités sanguins, donc liées au vin dans l'événementiel, parce qu'en fait, c'est des enjeux d'améliorer aussi nos engagements sociétaux au sein de l'événementiel en ayant des vins en biodynamie ou autre, en tout cas en conversion, en vin nature, on va dire, propre. Et ces structures SAS, structures SAS, elles font des bénéfices. Alors, je le souhaite, pas toujours. plutôt que des défis. Pas toujours, d'accord. Mais en tout cas, l'une l'autre s'équilibre, en fait, c'est ça? En fait, la dynamique, c'est qu'effectivement, quand les SAS, donc quand les filiales génèrent des bénéfices, et ben forcément, elles le remontent à l'actionnaire, qui est Artifarty, qui est une association qui est à but non lucratif. Et donc, c'est à ce moment-là que sont faits des choix de redistribuer les budgets sur différents projets d'intérêt général. Ça nous permet d'être plus libre de notre financement, puisqu'on est à l'échelle donc d'Artifarty, 13 millions en 2022 de chiffre d'affaires. Pas de résultat, puisque voilà, on est à zéro, on a l'équilibre, on a but non lucratif, mais effectivement les bénéfices qui ont pu être générés par les filiales, dont effectivement la plus grosse qui est Culture Next, sont venus en fait financer des activités d'intérêt général d'Artifarty. Donc ça nous permet de finir l'année à zéro, et sur 13 millions d'euros, on a 10% qui sont des subventions publiques. Un gros pourcentage est européen, parce qu'on s'est fait un peu la spécialité de répondre à des appels d'offres européens. Et puis après, il y a effectivement métropole, ville, etc. Mais voilà, on a surtout 90% qui sont des recettes propres, qui viennent avant tout de nos publics, les bars, le ticketing, et après qui viennent de l'ensemble de nos clients, quels qu'ils soient. Donc la partie privatisation, la partie marque, accompagnement de marque, brand expérience, et la partie prestation générale. Et c'est ce qui permet de nourrir et de maintenir ce modèle à l'équilibre, ce qui est un petit challenge chaque année. 13h33, à la seconde près, je le dis d'ailleurs. Merci beaucoup Fanny pour cet échange. Ça passe vite, une demi-heure, mais c'est bien de pouvoir faire un peu le point avec toi comme ça. Merci de t'être rendu disponible pour jour J. Merci pour l'accueil. Je vous rappelle que ce programme était en live sur LinkedIn, mais il sera donc disponible en replay si vous avez loupé le début. Eh ben, n'hésitez pas, revenez. Il sera disponible aussi en podcast dans les prochains jours sur les plateformes habituelles. Jour J vous donne rendez-vous dans 2 semaines donc pour un nouveau numéro. La prochaine fois, ce sera mardi 27 juin. Notez-le dans vos agendas. J'ai invité pour cette émission quelqu'un qui va nous parler de numérique. On va essayer de voir un petit peu comment l'intelligence artificielle, le métaverse, la réalité augmentée, comment tout ça peut faire bouger l'événementiel dans les années à venir, comment ça va venir un peu tous nous challenger. C'est ce que je vous propose pour le prochain numéro. Je remercie toutes les équipes de l'agence Digital Bison qui réalisent bien sûr Jour J à chaque semaine, à chaque édition. Merci également Eltonic Circus pour la partie éditoriale. Et je vous dis à tous, à très bientôt. Salut Fanny. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde.